Il était autrefois un gars ordinaire menant une vie ennuyeuse, mais un jour, la vie a complètement changé les règles du jeu. Désormais, il est coincé dans le corps d'un homme que tout le royaume déteste, le plus grand méchant de l'histoire. Les gens le regardent avec peur, chuchotent dans son dos et le tiennent responsable du moindre problème. Respirer semble déjà dangereux, mais il n'est pas prêt à abandonner. S'il veut rester en vie, il va devoir jouer intelligemment. Renverser le récit et prouver que même quelqu'un avec la pire réputation peut devenir un héros. Reste à savoir s'il en est capable. Voilà l'histoire que nous allons suivre. Tout commence lorsque le convoi de la princesse Ryan est attaqué, en pleine forêt. D'étranges créatures, plus ombres que chair, commencent à entourer sa calèche. Ses gardes personnels se préparent au combat, formant un mur autour d'elle pour repousser les monstres. Le chevalier responsable, un homme sérieux nommé Julius, comprend vite qu'ils sont en infériorité numérique. Ces créatures ne sont pas juste sauvages. Elles sont organisées. Les gardes se battent avec acharnement, mais cela ne suffit pas. La ligne commence à céder, et la fin semble proche. C'est alors que notre héros entre en scène. Personne ne l'attendait. Julius le voit et imagine immédiatement le pire. Après tout, c'est un traître, un criminel. Le dernier à qui on ferait confiance dans une crise. Les créatures continuent d'avancer. Tout le monde panique, mais alors l'homme sort un vieux livre ancien. D'un simple geste de la main, un cercle de feu jaillit, brûlant les monstres. En quelques secondes, les gardes restent figés, stupéfaits. Ils pensaient que c'était fini, mais il vient de renverser la situation. En un éclair, un chevalier aidant un camarade gravement blessé regarde cet homme mystérieux et lui demande s'il fait partie d'un groupe rebelle. Mais l'homme l'ignore et lui lance une fiole remplie d'un liquide lumineux. Il lui dit de l'utiliser sur le blessé. D'abord, il doute. Mais n'ayant rien à perdre. Ils essaient, et comme par magie, les blessures disparaissent. Même ses os brisés se ressoudent. C'est comme si le temps avait reculé. La princesse sort enfin de la calèche. Elle est choquée, mais aussi reconnaissante. Elle tente de remercier l'homme qui l'a sauvée, mais il hausse simplement les épaules, affirmant qu'il ne cherche pas les éloges. Il est intervenu parce qu'il avait autre chose à faire. Avant que le moment ne devienne trop chaleureux, Julius surgit et interrompt la princesse. Il est furieux, lui criant de ne pas faire confiance à un homme comme lui. Il s'en prend au sauveur mystérieux, l'accusant de jouer un double jeu. Même le chevalier tout juste guéri dégaine son épée, tiraillé entre la reconnaissance et le devoir. Julius entraîne la princesse loin de lui, déterminé à la protéger de l'homme qui vient pourtant de les sauver. Alors que la calèche repart, l'homme interpelle un jeune chevalier. Il lui dit de changer de route. Aller vers l'ouest, pas vers le nord comme prévu. Là-bas, un groupe peut vraiment la protéger, pas des idiots qui fanfaronnent et échouent quand ça compte. Le chevalier hésite. Pourquoi cet homme, que tout le monde leur a appris à haïr, se soucierait-il autant? L'homme s'approche, pose une main sur son épaule et lui dit simplement d'écouter. S'il ne le fait pas, la princesse mourra. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose de vrai dans sa voix. Le chevalier hoche la tête, dit qu'il comprend, puis se retourne et part prévenir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Et tout comme ça, le soi-disant méchant disparut à nouveau dans les ombres. Incompris, indésirable, mais changeant lentement le cours du destin. On le traitait d'arrogant, non pas parce qu'il se comportait constamment comme un idiot, mais parce qu'il gardait toujours ses distances, froid, silencieux, toujours seul. Même après avoir sauvé la princesse et ses gardes, les autres le regardaient avec suspicion, pas avec reconnaissance. Ce n'était pas un héros, juste un homme dangereux au passé obscur. La princesse, troublée par la manière dont tout le monde agissait autour de lui, se tourna vers son conseiller. Il lui expliqua que cet homme était connu dans tout le royaume sous un nom qui mettait les gens mal à l'aise, l'Obelia Crowley, l'homme qui avait autrefois régné sur le monde de la magie, avant de s'effondrer brutalement. Il avait les compétences, l'éducation, même le pouvoir de réaliser de grandes choses. Mais au lieu de cela, il était connu pour avoir toujours fait ce qu'il voulait, ignorant les règles, ne laissant derrière lui que le chaos et des disparitions inexpliquées. Il était le genre de nom que les parents utilisaient pour effrayer leurs enfants désobéissants. Le conseiller la prévint, restez loin de lui. Certains utilisent leur pouvoir pour de mauvaises raisons et l'Obelia en faisait partie. Mais la princesse ne pouvait se débarrasser d'un sentiment étrange. S'il était vraiment aussi cruel, pourquoi avait-il aidé? Sans hésiter. Pourquoi n'avait-il rien demandé en retour?
Il n'y avait même pas une once de fierté dans ses yeux. On aurait dit qu'il voulait juste en finir au plus vite. Sa tête était pleine de questions, mais une chose était sûre, il n'était rien comme le tyran qu'avait été son propre père. Cette lourdeur oppressante que son père dégageait, elle n'était pas là. À la place, autour de l'Obelia, il y avait une tristesse pesante, silencieuse. Peut-être cachait-il quelque chose. Pendant ce temps, l'un des jeunes chevaliers frappa timidement à la calèche. Il avait une idée, peut-être qu'il n'était pas obligé de simplement fuir et espérer. S'il demandait de l'aide et expliquait ce qui s'était passé, peut-être que quelqu'un pourrait les aider. Quelqu'un de puissant. Julius, le chef, comprit aussitôt de qui il parlait, l'ordre légendaire des chevaliers, connu pour intervenir dans des moments comme celui-ci. S'ils étaient dans les environs, il y avait peut-être une vraie chance de renverser la situation. Le jeune chevalier fut soulagé, mais il garda un secret. Cette idée, il l'avait eue grâce au même homme que tous redoutaient. Ce magicien arrogant, qui avait toutes les raisons de les haïr, leur avait pourtant indiqué un chemin vers la sécurité. Quand il l'avait vu pour la première fois, il pensait que l'homme allait les anéantir. Mais au contraire, même lorsque les épées furent levées, l'Obelia semblait plus inquiet pour leur vie que pour la sienne. Le chevalier ne pouvait pas le dire à voix haute, mais peut-être, juste peut-être, que les rumeurs étaient fausses. Quant à qui était réellement l'Obelia? Eh bien, la vérité était plus étrange que tout ce que l'on pouvait imaginer. Son vrai nom était Arima, et autrefois, il travaillait à temps partiel dans une supérette. C'était juste un jeune homme de 23 ans, essayant de survivre à ses journées, jouant à des jeux sur son téléphone pendant ses pauses. Un jour, sans prévenir, il s'était retrouvé piégé à l'intérieur de l'un de ces jeux. Réincarné en tant que le méchant le plus détesté de tous les temps. C'était un RPG mobile classique, adoré de tous, Arcadia Fantasy. L'histoire suivait un héros élu, béni par une flamme capable de sauver le monde, aimé de tous, combattant le mal aux côtés de son âme sœur. La star de l'histoire, c'était Reynard. Un inconnu devenu champion. Le genre de gars dont les gens écrivaient des fanfictions. Mais Arima, lui, ne s'était pas réveillé dans la peau de Reynard. Il s'était réveillé en tant que l'Obelia Crowley, le sorcier noir sur la liste noire de tout le monde. L'un des plus puissants mages de tous les temps, craint des rois, célèbre pour avoir maîtrisé des sorts interdits que personne d'autre n'osait approcher. En feuilletant l'ancien journal laissé par l'Obelia, Arima commença à comprendre quelque chose. Ce type n'était pas juste un monstre maléfique. Il était complexe, profond, tragique. Il avait grandi durant une guerre brutale entre humains et démons. Né dans un village en ruine, près des lignes de front, avec un père malade et une petite sœur à charge. Ses premières années n'étaient que lutte et survie. Pas de richesse, pas de magie sophistiquée, juste rester en vie. Il n'avait ni gloire, ni disciple à l'époque. Seulement 2 personnes qui comptaient pour lui. Et malgré leur pauvreté, ils étaient heureux à leur manière. Ce passé-là n'était pas dans l'histoire principale du jeu. Les fans ne le découvraient qu'à travers des quêtes secondaires et des éléments de leur cachet. C'est pour ça que tant de joueurs s'étaient attachés à l'Obelia, derrière son étiquette de « méchant ». Il était quelqu'un que le monde avait brisé, pas quelqu'un n'est mauvais. Et maintenant qu'il était piégé dans son corps, Arima comprenait qu'il marchait vers la même fin tragique que l'Obelia avait connue dans le jeu. Et il ne pouvait pas l'accepter. Il voulait changer le script. L'Obelia était son personnage préféré. Il méritait mieux. Peut-être que cette fois, le méchant aurait droit à une seconde chance. Peut-être que cette fois, il n'aurait pas à mourir. Il marchait, les épaules basses, le pas lourd, se sentant inutile. Un jour de plus, et toujours pas de travail. Il ne voulait pas retourner voler. Ça le faisait se sentir comme une ordure. Mais comment était-il censé ramener de l'argent autrement? Son père croyait qu'il travaillait sur un petit étal au marché. Cette fois, il dirait sûrement qu'il avait aidé un fermier ou quelque chose du genre. Puis, sans prévenir, il entendit un bruit. Un gémissement faible. Allongé sur le bord de la route, il y avait quelqu'un, clairement pas humain, un démon blessé, à peine conscient. Même si la vie l'avait traité durement. Même si les gens le voyaient comme un rebut, il ne pouvait pas ignorer quelqu'un en souffrance. Alors il aida le démon à se relever et le ramena chez lui. Il n'avait pas grand-chose à partager. Mais il donna au démon un peu de la nourriture qu'il avait mise de côté. Sa petite sœur, Haru, s'approcha et tapota doucement la tête du démon, sans peur, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le démon, surpris par cette gentillesse,
leur promit de s'en souvenir pour toujours, et leur souhaita de bonnes choses pour l'avenir. C'était un de ces rares moments où tout semblait doux. Mais ça ne dura pas. Peu de temps après, un groupe de démons envahit le village. Ils cherchaient celui qui l'avait aidé. Ils prirent toutes les femmes et les enfants, les vendirent à des trafiquants comme du bétail, et tuèrent tous les hommes qu'ils croisaient. Il ne put rien faire. Lui aussi fut capturé. Mis en cage, traité comme un animal. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'étaient les cris des autres. Sa tête bourdonnait, et la culpabilité l'écrasait. Il se blâmait pour tout. Peut-être que quelqu'un comme lui n'était jamais destiné à faire le bien. Après tout, chaque jour dans cette cage était une torture, mentale et physique. Mais un jour, il vit une chance, et la saisit. Une chaîne rouillée céda enfin. Un garde le remarqua, paniqué, criant qu'un prisonnier s'était échappé. Un autre hurla qu'il aurait dû remplacer ses vieilles menottes depuis longtemps. Tous deux se lancèrent à sa poursuite, mais il avait déjà pris une bonne avance. Il courut jusqu'à s'effondrer près d'un homme sur la route. L'homme baissa les yeux vers lui et remarqua le bracelet de fer. Il ne s'alarma pas, n'appela pas les gardes. À la place, il dit quelque chose d'étrange, quelque chose au sujet du destin qui les avait réunis. Puis il fit une offre inattendue, il voulait l'accueillir, le traiter comme son propre fils. Il ne sut pas quoi répondre, mais après tout ce qu'il avait vécu, il hocha simplement la tête. C'est ainsi qu'il devint l'enfant adopté d'une famille noble, les Crowley. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, alors ils l'élevèrent comme leur héritier. Il reçut une éducation d'élite, entra dans une école de magie, et surpassa tous les examens. À 12 ans, il était déjà largement en avance sur les autres. Mais au fond, rien n'était guéri. Il avait trop vu, trop souffert. Et même avec tout le savoir et les compétences magiques qu'il possédait, une obscurité subsistait en lui. Un jour, il prit un livre rare à la bibliothèque. Un autre élève lui demanda s'il pouvait l'emprunter ensuite, mais Lobelia explosa. Il passa à tabac l'autre élève si violemment que les gens commencèrent à le craindre. Il termina finalement l'école, et lors de la cérémonie de remise des diplômes, il se proclama fièrement le meilleur. Mais son père adoptif le regardait avec déception. Les rangs et les notes ne comptaient pas pour lui. Ce qui importait, c'était le caractère. Et malgré les années, le garçon qu'il avait élevé n'avait pas changé, toujours froid, toujours cruel. Ce jour-là, l'homme qui l'avait sauvé des chaînes lui dit calmement quelque chose qui blessa plus que n'importe quelle blessure, il ne pouvait plus l'appeler son fils. La famille Crowley, connue pour sa chaleur, ne pouvait plus fermer les yeux sur les troubles répétés du garçon. Après que son père ait coupé les ponts, il sombra dans le désespoir. Il repensa à tous les moments douloureux, la perte de son père biologique, l'esclavage, les combats sans raison. Et maintenant, même son père adoptif lui tournait le dos. La colère et l'amertume le consumèrent, jusqu'à ce qu'il se tourne vers la magie noire pour se venger d'un monde qui l'avait trahi. Un jour, après une autre farce de Lobel, un homme nommé Reynard l'approcha. Il affirma être un héros en mission pour stopper Lobelia, le cruel magicien. Reynard combattit Lobel pendant 4 jours et 4 nuits, usant de toute sa magie. Mais il échoua malgré tout. Debout face au sorcier vaincu, Reynard lui dit qu'on ne pouvait pas vaincre la force de l'amitié uniquement par la puissance brute. Il suggéra à Lobelia de voir cette défaite comme une chance de réfléchir et de s'améliorer. Épuisé et humilié, Lobelia regarda ses adversaires s'éloigner. Il murmura, plein de rage, qu'il ne comprendrait jamais ce soi-disant pouvoir de l'amitié, et jura d'envoyer Reynard dans un gouffre de désespoir. Au fil du temps, Lobelia devint plus fort, et continua d'affronter Reynard, mais il ne gagna jamais. Après d'innombrables défaites, il rejoignit l'armée du roi démon, qui finit par détruire son village natal. Mais même là, la trahison le suivit. Les sbires du roi démon lancèrent un sort contre lui, menant à l'ultime affrontement contre le héros venu anéantir l'armée démoniaque. Dans ce combat féroce, Lobelia trouva la mort. Arima, le protagoniste, fut profondément touché par ce récit tragique. Après la mort de Lobelia, son passé fut révélé, lui valant même la sympathie de ceux qu'il avait autrefois détestés. Mais pour Reynard, il restait un méchant. Les personnages de l'histoire refusaient de découvrir la vérité sur la transformation de Lobelia en méchant. L'esprit d'Arima était inondé de souvenirs de la vie solitaire de Lobelia, rempli de trahison. Il était mort seul, et en tant que personnage de cette histoire, Arima se sentait piégé par le scénario. N'ayant plus d'option, il décida d'agir. Il se rendit d'abord dans une auberge locale pour manger un morceau.
En entrant, il remarqua que tout le monde chuchotait. Il passa sa commande, et l'aubergiste, le regard nerveux, lui demanda s'il voulait tout emporter. Arima hocha la tête, percevant la peur de l'homme, mais soulagé de ne pas être expulsé. Assis à une table, il réfléchit au fait que depuis sa réincarnation, les gens le regardaient toujours avec peur ou suspicion. Il comprit que la seule façon de changer le regard des autres sur lui était de laver la réputation de son personnage. S'il s'agissait d'un jeu, il pensait qu'il devait forcément exister une quête pour vaincre le roi démon. Il se rappela aussi qu'il y avait une quête pour vaincre le roi dragon, Boro. S'il pouvait battre Boro, peut-être que les gens commenceraient à le voir autrement. Il devait agir vite, alors il prévit de partir en calèche dès le lendemain. À ce moment-là, un homme s'approcha de sa table pour lui poser une question. Arima hocha la tête, et l'homme lui demanda s'il était bien Lobelia, le mage infâme. Il ajouta que malgré sa mauvaise réputation, Lobelia pourrait redorer son image en s'associant à lui. Arima n'était pas intéressé. L'homme désigna une autre table où se trouvait une fille nommée Claudia. Elle était connue pour son sens aigu de la justice et détestait particulièrement Lobelia. Arima se sentit mal à l'aise, se demandant s'il était surveillé. Soudain, l'homme lui lança une boisson au visage, le provoquant sur ce qui arriverait s'il se faisait attraper ici. C'était le moment qu'Arima devait saisir. Le protagoniste se retrouva entouré d'un groupe d'amis costauds. Il se demanda s'il comptait le livrer au chevalier. Soudain, ils commencèrent à l'attaquer et il remarqua que Claudia observait, prête à intervenir contre les agresseurs. Il pensa que les coups ne faisaient pas vraiment mal, mais c'était agaçant d'être la cible. Alors, il utilisa une magie de vent, projetant tous les assaillants au sol. Il se sentit embarrassé. Il voulait juste reprendre son souffle, mais il avait empiré la situation. Réalisant qu'il devait partir avant que ça ne dégénère, il remarqua les autres clients chuchoter à son sujet. Ils étaient choqués qu'il ait déclenché une bagarre et utilisé la magie pour vaincre ses adversaires aussi facilement. Il se dit qu'il devait trouver un autre endroit pour manger, car abuser de la magie pouvait le rendre malade. C'est alors qu'il entendit Claudia l'interpeller. Elle lui demanda s'il avait attaqué les aventuriers et affirma qu'elle ne le laisserait pas s'en tirer aussi facilement. Elle voulait savoir ce qu'il manigançait. Il répondit qu'il voulait juste manger et qu'il avait réagi lorsqu'il l'avait interrompu. Même s'il expliquait qu'il était aussi une victime, elle ne le croirait pas. Elle sembla confuse et lui demanda ce qu'il voulait dire. Il fit remarquer que son attitude montrait l'inexpérience des chevaliers. Elle resta silencieuse, puis déclara qu'elle était trop occupée pour perdre son temps à discuter avec un ennemi, avant de s'éloigner. Il pensa que c'était passé près, réalisant qu'il l'avait mise en colère. Il devait faire attention à ses paroles. Le lendemain, ils durent voyager dans la même calèche, et le silence entre eux était pesant. Finalement, Claudia rompit le silence et lui demanda pourquoi il se trouvait dans cette calèche. Il expliqua que les passagers se rendant à Kansar étaient soit liés au roi dragon, soit avaient affaire à lui. Il ajouta que c'était inhabituel, mais qu'il comptait vaincre Boro. Claudia attrapa sa chemise et insista sur le fait que vaincre le roi dragon était sa mission, et que si elle échouait, tout cela n'aurait servi à rien. À ce moment-là, le cocher les interrompit, annonçant qu'il ne pouvait pas aller plus loin car un énorme rocher bloquait la route. Le protagoniste descendit de la calèche, remercia le conducteur, et décida de continuer à pied. Il aurait pu utiliser la magie pour dégager les pierres, mais il ne voulait pas révéler sa position aussi près du repère du roi dragon. Il sauta par-dessus les rochers, suivi de Claudia. Il murmura qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse demi-tour. Elle répliqua sèchement que c'était sa ville natale et qu'elle n'avait pas besoin de ses conseils. Elle soupçonnait qu'il mentait sur son intention de vaincre le roi dragon et pensait qu'il envisageait peut-être plutôt de l'éliminer. Alors qu'il s'éloignait, elle l'interpella mais glissa sur une pierre, manquant de tomber dans un ravin. Il la traita d'imprudente et réussit à lui attraper la main juste à temps pour la ramener en sécurité. Après l'avoir sauvée, elle s'excusa et sembla abattue. Il rit doucement et lui dit d'être plus prudente la prochaine fois. Alors qu'il tournait les talons pour repartir, il remarqua qu'elle était toujours au sol et réalisa qu'elle s'était peut-être foulé la cheville. Il pensa qu'elle aurait besoin d'un onguent pour cela. Comme la nuit tombait, il sortit des herbes, les broya et prépara une pommade de soin. Il s'approcha d'elle avec précaution, appliqua le baume sur sa jambe et lui assura qu'elle irait mieux d'ici le matin. Il lui conseilla de se reposer pendant qu'il montait la garde. Claudia trouva cela étrange, elle qui le connaissait comme quelqu'un sans compassion ni bonté. Il murmura qu'il était simplement comme ça. Elle répondit que si c'était vrai,
il l'aurait laissé là. Après un moment de silence, elle lui demanda ce qu'il comptait faire après avoir vaincu le roi dragon. Il répondit que c'était juste un moyen de tester sa force, et que cela n'avait rien à voir avec sa terre natale. Elle supposa qu'il cherchait à surpasser Renard. Le protagoniste répondit qu'elle pouvait penser ce qu'elle voulait. Il se souvenait que dans l'histoire originale, elle s'était alliée à un chevalier dragon nommé Z pour vaincre le roi. Claudia était censée être un personnage secondaire, mais à présent, le scénario avait changé. Curieux, il lui demanda pourquoi elle était ici seule et quel était son plan. Son visage exprima de la tristesse alors qu'elle expliquait qu'elle voulait régler les choses par elle-même. Elle ne voulait pas impliquer l'ordre des chevaliers dans ses problèmes personnels et elle ne se sentait pas obligée de se justifier devant lui. Le protagoniste comprit que Claudia avait un passé qui n'avait jamais été mentionné auparavant, mais il savait aussi qu'elle ne pouvait pas gagner seule, puisque c'était Z qui avait porté le coup final dans l'histoire d'origine. Il conclut qu'il n'aurait pas dû la laisser seule. Il lui dit que si elle voulait libérer sa terre, elle devait le faire elle-même, mais qu'elle ne devait pas non plus se mettre en travers de son chemin. Claudia remarqua la dureté de ses mots, et il marmonna qu'il lui avait déjà dit de se reposer. Plus tard, alors qu'il fixait le feu, il l'entendit soudain dire « merci ». Il se retourna, surpris de voir qu'elle avait prononcé ces mots en dormant. Cela lui fit chaud au cœur de savoir qu'elle l'appréciait. Le lendemain matin, ils reprirent la route. Après un moment, il mentionna qu'ils approchaient du territoire de Kansar. Il aperçut une forteresse en ruine en chemin, et pensa que même une place forte comme celle-là pouvait tomber sous le contrôle du roi Dragon Boro. Il se dit que si Lobelia était avec lui, vaincre Boro serait un jeu d'enfant. Claudia l'informa alors que le village local devait faire un sacrifice au roi une fois par an, et que ce jour-là était justement le jour du rituel. Elle le prévint que les sbires du roi resserraient probablement la sécurité. Il répliqua sèchement qu'il n'avait pas besoin de ses conseils. En approchant du domaine du roi dragon, ils commencèrent à observer les environs. Ils remarquèrent une présence accrue de patrouilles surveillant chaque recoin. Le protagoniste pensa qu'il serait plus intelligent d'attendre le matin, lorsque l'agitation serait peut-être retombée. Soudain, il aperçut une foule rassemblée devant une maison. À ce moment-là, un homme du roi traîna une jeune fille qui se débattait hors de la maison. Un autre lança un explosif à l'intérieur, qui explosa immédiatement en flammes. La fille hurla d'horreur en réalisant que ses parents étaient toujours à l'intérieur. Le protagoniste et Claudia restèrent figés, choqués par la scène. Claudia appela la jeune fille par son nom, Toto, ce qui étonna le protagoniste, se demandant si elle se connaissait. Le feu gagnait en intensité, et les hommes du roi éloignaient la fille en pleurs, se moquant de son père qui avait tenté de la sauver. Le cœur de Toto se brisa. Des larmes coulaient sur son visage. Claudia serra les poings et se lança en avant, ce que le protagoniste jugea extrêmement imprudent. Elle bondit sur les hommes du roi, dégaina son épée et engagea le combat. Les deux sbires qui retenaient Toto furent déconcertés par cette fille surgie de nulle part. Claudia combattit avec acharnement, mettant rapidement ses adversaires hors d'état de nuire. Toto reconnut sa sauveuse et l'appela par son nom. Claudia courut vers elle, la serra fort dans ses bras et s'excusa d'être arrivée trop tard. Elle dit qu'elles avaient beaucoup de choses à se dire, mais qu'il fallait d'abord trouver un endroit sûr. Soudain, une voix masculine les interrompit. Les deux filles se retournèrent et Claudia se plaça devant Toto pour la protéger. L'un des hommes de main du roi, surpris de voir Claudia, remarqua qu'elle avait éliminé ses précieux subordonnés. Il la prévint que la fuite de Toto allait causer des problèmes, et qu'elle en paierait les conséquences. Il dégaina son épée, et Claudia prit une posture de combat, déclarant qu'elle allait mettre fin à ce système corrompu de sacrifice. Le sbire sourit en coin, amusé par sa détermination, puis se jeta sur elle. Claudia esquiva l'attaque et contre-attaqua, mais il évita son coup sans difficulté et la toucha en retour. Elle croyait être invincible et ne pouvait pas se permettre de perdre. L'ennemi rit, trouvant divertissant d'affronter une combattante aux compétences limitées. D'un geste rapide, il fit voler son épée, la laissant stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait, surtout ici. C'est alors que le protagoniste intervint, portant un coup puissant à l'ennemi. Son poing vibrait encore de l'impact. Claudia se tourna vers lui, surprise qu'il soit intervenu dans son combat. Il lui dit que si elle voulait mourir inutilement, libre à elle, mais que lui, allait s'occuper du roi pendant qu'elle restait là sans rien faire. Il ajouta qu'il avait déjà aidé les parents de la jeune fille capturée plus tôt, et qu'il devait maintenant bouger rapidement. Claudia fut choquée par ces paroles. Avait-il vraiment dit ça?
Il fit remarquer qu'ils avaient déjà neutralisé le sbire, donc il n'y avait plus de raison d'attendre un assaut plus massif. Ils devaient attaquer le château du roi dragon immédiatement. Pendant ce temps, dans le château, le roi s'apprêtait à recevoir un rapport de son assistant sur les événements en cours à l'extérieur. Il remarqua que l'un de ses subordonnés importants avait été tué. L'assistant supposa que le roi dragon était déjà au courant de tout. Le roi répondit que ses subordonnés étaient comme ses yeux. Il ajouta que Kansas était un endroit formidable, riche en ressources et sans distractions inutiles, et que le château était agréable aussi. Boro ordonna alors à son assistant d'éliminer la menace à tout prix. L'assistant s'inclina et accepta l'ordre, songeant qu'il avait déjà envoyé quelques serviteurs au village. Il se disait que celui qui avait tué son subordonné ne pourrait sûrement pas vaincre autant de gens. Mais lorsqu'il sortit sur le balcon, ce qu'il vit le choqua. Tous les serviteurs qu'il avait envoyés avaient été vaincus, et au centre du champ de bataille se tenaient le protagoniste et Claudia. Il jura entre ses dents, se demandant comment cela avait pu arriver. Le protagoniste et les filles observaient le champ de bataille, et il exprima des regrets d'avoir perdu du temps pour une affaire aussi insignifiante. L'assistant du roi n'en croyait pas ses yeux. Ces deux-là avaient vaincu tout le monde. C'était impensable. Il quitta précipitamment le balcon, et le protagoniste remarqua le mouvement en jetant un regard vers l'endroit où l'assistant se tenait quelques instants plus tôt. Claudia lui demanda s'il y avait un problème, mais il la rassura en disant que tout allait bien. Pendant ce temps, l'assistant retourna auprès du roi, haletant et anxieux. Boro lui demanda ce qui n'allait pas et pourquoi il avait l'air si préoccupé. L'assistant expliqua que leurs ennemis se révélaient plus problématiques que prévu. Mais avant qu'il puisse finir, le roi l'interrompit, disant qu'il aurait déjà dû régler la situation. Boro poursuivit, exprimant sa déception envers l'assistant en qui il avait eu plus confiance que quiconque depuis l'anéantissement de son clan. L'assistant, livide, supplia qu'on lui pardonne, mais le roi déclara froidement qu'il était extrêmement déçu. À cet instant, les portes de la salle s'ouvrirent à la volée, et le protagoniste ainsi que Claudia firent leur entrée. Le roi fut surpris de les voir. Il les accueillit dans son château, notant que leur manière laissait à désirer. Il ouvrit les bras en signe de bienvenue, et ils virent le corps sans vie de l'assistant au sol. Il se présenta comme Boro et les invita à l'appeler le roi dragon. Il regretta la perte d'un excellent subordonné, puis, regardant le protagoniste, suggéra que ce dernier pourrait saisir cette occasion pour devenir son serviteur. Il ajouta qu'il avait toujours rêvé d'avoir une servante forte. Le protagoniste refusa l'offre du roi, et Boro réagit d'un ton dramatique et triste, se demandant pourquoi il le défiait. Il se demanda si le protagoniste voulait prendre le contrôle de Kansas pour lui-même. Le protagoniste soutint le regard du roi et déclara qu'il était là pour libérer Kansas de quelqu'un comme lui. Claudia observait l'échange avec intérêt, tandis que le roi affirma que cela poserait problème. Il proposa d'abandonner ce combat inutile, soulignant qu'un duel équitable était impossible puisqu'il était un dragon. Sur ces mots, il dégaina son épée et chargea. Le protagoniste s'avança pour encaisser l'onde de choc, protégeant Claudia de son corps. Il fut impressionné par la puissance du roi, capable de générer une telle force d'un seul coup. Boro reconnut la force du protagoniste, disant qu'il semblait plus fort que la plupart. Le protagoniste répondit que ceux qui criaient le plus fort étaient souvent les plus faibles. Le roi, perplexe, lui demanda ce qu'il voulait dire, tandis que le protagoniste toucha son épée. Boro fut décontenancé par ce qui suivit. Il commença à expliquer que c'était l'épée la plus puissante du monde, mais il n'eut pas le temps de finir, car Claudia le poignarda soudainement à la tête. À sa grande surprise, il agissait comme si de rien n'était et dit que ce n'était pas bon. Elle retira son épée et lui porta un autre coup, mais ce fut inutile. Il resta là, la narguant, suggérant qu'elle voulait mourir. À ce moment précis, voyant cela, le protagoniste comprit que la situation tournait mal et lança une décharge de magie du vent. Alors que le roi restait debout, la force de la magie projeta Claudia contre une colonne, la laissant inerte au sol. Le protagoniste jura entre ses dents, réalisant qu'il avait oublié à quel point elle était légère. Boro fut impressionné, notant que le protagoniste avait utilisé la magie du vent pour esquiver son attaque. Il supposa que le protagoniste pouvait être un magicien célèbre. Le protagoniste tendit la main, et un livre de magie apparut au-dessus. Boro fut surpris de voir un grimoire rare, notant que même tous les magiciens de haut rang n'en possédaient pas. Il se demanda s'il contenait de la magie noire. Le protagoniste sourit, heureux que le roi ait remarqué, et se prépara à lui montrer ce qu'il pouvait faire en activant G Black Spear et Augustel.
Boro leva son épée et dévia facilement l'attaque magique. Il se prépara ensuite à contre-attaquer, mais le protagoniste utilisa encore une fois la magie du choc. Le roi neutralisa l'attaque avec succès et riposta, que le protagoniste évita de justesse. Puis, il utilisa la chaîne sinistre pour entraver Boro et lui lier les mains. Le roi remarqua le piège et se libéra des chaînes. Frustré par la force du roi, le protagoniste pensa que si ça continuait, il serait en difficulté. Il décida d'utiliser l'une de ses compétences les plus puissantes, le tonnerre sourd, et fut satisfait de voir le roi tomber en fissurant le sol sous lui. Le protagoniste pensa que le roi semblait enfin à terre. Il se précipita vers Claudia, surpris qu'elle ne se soit pas encore réveillée, et s'accroupit à côté d'elle. Il l'exhorta à se ressaisir. Pendant qu'elle restait inconsciente, le roi commença à reprendre ses esprits. Il regarda ses mains couvertes de sang, choqué, réalisant que personne ne l'avait jamais frappé aussi fort auparavant. Le protagoniste l'appela, demandant s'il était encore en vie. Puis il se rappela que le roi dragon avait une seconde forme. Soudain, il y eut une explosion. Boro déclara qu'il devait devenir sérieux et se transforma en dragon. Dans cette nouvelle forme, il reconnut la force du protagoniste, affirmant qu'aucun guerrier ne l'avait poussé à ce point depuis 500 ans. Cependant, il ajouta que même une servante forte ne pouvait égaler le vrai pouvoir de la race des dragons. Le protagoniste répondit qu'il n'avait aucune intention de perdre face à quelqu'un comme lui. Il demanda au dragon s'il savait comment on appelle quelqu'un de grand en corps mais faible en esprit. Il l'appela « petit joueur ». Boro sourit en disant qu'il semblait que le protagoniste se livrait encore à des absurdités. Il se demanda combien de temps cela allait encore durer avant de lever sa puissante patte pour écraser le protagoniste. Le protagoniste esquiva et activa Catastrophe, créant un tourbillon d'ondes de choc. Malgré cela, Boro résista et grandit. Même ange, le protagoniste, réalisa qu'il avait beaucoup changé par rapport à ce qu'il était auparavant, et il n'était même pas sûr que tenter de tout réparer valait encore la peine. De l'autre côté, une fille nommée Kaya était prise dans un rêve, revivant des moments de son passé. Elle se vit chez elle, tournant les pages de son livre préféré quand sa mère lui dit de le poser. Son père demanda nonchalamment si elle en était toujours à la même histoire. Kaya expliqua que ce livre l'inspirait, après avoir fini son repas, demanda à sortir un peu. Sa mère répondit oui, mais lui rappela de rester prudente, comme elle le lui disait toujours quand Kaya était plus jeune. À l'époque, Kaya adorait lire des histoires de femmes courageuses qui défendaient la justice, surtout celles qui utilisaient une épée lumineuse pour protéger sa ville. Elle voulait lui ressembler, aider les autres et combattre le mal. Kaya s'entraînait seule du mieux qu'elle pouvait, et ses parents soutenaient entièrement son rêve. Un après-midi, ses amis Nina et Lila l'attendaient non loin. Elles l'acclamèrent en la voyant et lui firent signe de venir. Nina était excitée car leur petit club d'aventure avait prévu une sortie en forêt. Lila, en revanche, avait l'air contrariée. Elle venait de se faire gronder à la maison. Leur amie Mira taquinait Nina sur le fait qu'elle ne se concentrait jamais sur ses études, et Lila plaisanta que cela n'avait pas d'importance. Mira était assez forte pour toutes les protéger. Quoi qu'il en soit, le groupe rit en s'appelant « sœur ». Mira affirma fièrement qu'elle était la plus âgée, ce qui déclencha plus de chamailleries amicales. Elles étaient proches et heureuses, et Kaya ne pouvait imaginer la vie sans elles. Mais ces jours paisibles ne durèrent pas. Des forces obscures envahirent leur village. Tout ce qu'ils possédaient fut volé. Et quiconque résistait était blessé ou tué. Le lieu sacré dans la forêt, autrefois domicile des protecteurs légendaires, devint la forteresse ennemie. Les envahisseurs commencèrent à exiger des choses terribles, comme prendre de jeunes filles en offrande. Nina fut choisie la première. Kaya se souvint de ce moment horrible. Son amie fut traînée de force. Nina cria en essayant de se défendre. Et dans ces derniers instants, elle désigna Kaya en criant que c'était elle qui mettrait fin à ce cauchemar. Après cela, on ne retrouva qu'un talisman brisé appartenant à Nina. Un an plus tard, ce fut au tour de Kaya. Ses parents creusèrent en secret un tunnel sous la maison, la suppliant de s'échapper à l'arrivée des ennemis. Elle ne voulait pas les abandonner, mais ils lui firent comprendre quel était leur seul espoir. Il n'avait pas d'autre choix. Elle avait toujours voulu être comme son héroïne d'enfance, prétendant manier une épée magique et combattre les méchants. Son père jouait le jeu avec elle, mais en réalité, quand cela comptait vraiment, elle avait fui. Elle laissa tout derrière elle, sa famille, ses amis, sa maison, et le poids de cette décision la rongeait. Soudain, elle sortit de son rêve.
Le protagoniste remarqua qu'elle bougeait. Kaya voulut s'approcher de lui, mais sentit quelque chose la retenir. Elle comprit que c'était un bouclier magique, qui la gardait prisonnière tout ce temps. Elle savait au fond d'elle que se cacher n'apporterait pas la paix. La seule façon de vraiment réparer les choses était d'affronter l'ennemi seul si nécessaire, c'était son chemin vers la rédemption. Pendant ce temps, le dragon, qui avait causé tant de souffrance, n'arrêtait pas de narguer le protagoniste. Préparant une attaque finale, une décharge enflammée partit vers lui. Mais juste à temps, Kaya brisa le bouclier, s'élança dans les airs avec une détermination farouche, donnant tout ce qu'elle avait. Elle frappa le dragon en plein vol, pensant à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle aimait. Le dragon, choqué, se débattit de douleur. Kaya s'écrasa au sol, et le protagoniste la rattrapa. Elle murmura que le combat n'était pas fini. Il hocha la tête et lui dit de se reposer. C'était à son tour maintenant. Bien que blessé, le dragon n'était pas encore vaincu. Le protagoniste savait que la plus grande menace du dragon n'était pas le feu ni sa taille, mais sa capacité à guérir rapidement. Pour en finir, il avait besoin de quelque chose capable de surpasser même cela. Il invoqua alors une force puissante en ouvrant une porte maudite. Elle s'offrit pour être son animal de compagnie. Il fut dégoûté par sa persistance et lui lança sèchement qu'elle devait arrêter de se comporter ainsi. Il n'avait pas de temps à perdre avec quelqu'un qui se créait des problèmes toute seule. Soudain, elle miaula de nouveau puis s'écroula en le maudissant. Il s'approcha d'elle et toucha son front, remarquant qu'elle tremblait. Il conclut qu'elle avait de la fièvre, ce qui était logique pour une réfugiée sans plan. Même s'il la trouvait encombrante, il ne pouvait pas la laisser là. Il fit un feu et prépara un peu de nourriture. Peu de temps après, elle reprit ses esprits, ce qui le surprit. Était-ce l'odeur de la nourriture qui l'avait réveillée? Il poussa un bol de nourriture vers elle en lui disant de manger avant que ça ne refroidisse. Elle le remercia et se jeta sur la nourriture en s'exclamant que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Il lui dit que ce n'était que de la bouillie avec des œufs. Elle rit en disant que si elle pouvait manger comme ça tous les jours, elle le garderait sûrement. Il répondit franchement qu'il se fichait d'elle. Si sa fièvre était passée, elle devait rentrer chez elle. Elle protesta en disant qu'elle ne voulait pas y retourner. Elle devait rencontrer quelqu'un. Il fut confus et demanda qui elle devait voir. N'était-ce pas parce qu'elle détestait sa tribu qu'elle s'était enfuie? Il avait combattu des dragons plutôt que des chevaliers, donc c'était étrange que son histoire puisse changer si elle avait un nouvel objectif. Peut-être que l'aider lui serait aussi bénéfique. Elle expliqua qu'elle devait rencontrer Rachel, qui apprenait la magie dans un endroit appelé Noah. Une fois quelqu'un devenu chef, il ne pouvait plus quitter la forêt, alors elle devait la voir. Le protagoniste proposa de la conduire là où elle devait aller, et en échange, quand elle deviendrait chef, elle lui devrait un service. Si elle respectait sa parole, il pourrait considérer leur accord comme conclu. Elle sauta dans ses bras, débordante de gratitude. Il trouva ça gentil, mais la repoussa rapidement en lui disant d'arrêter de l'embêter. C'était agaçant. Puis il demanda si quelqu'un la poursuivait. Elle avoua que 2 héros de la nuit la chassaient et qu'ils les observaient alors que la nuit tombait. Elle mentionna 2 noms, Jake et Zi, et prévint que s'il leur faisait une embuscade, il la tuerait sûrement. Jake n'était pas d'accord, disant que ça ne marcherait pas. Leur mission était de ramener la princesse Beth, et la tuer ne ferait que déclencher une guerre. Elle n'avait donc pas compris? Zi comprit la situation et réalisa qu'ils se préparaient à attaquer, mais il ne savait pas que le protagoniste les avait remarqués. Il attrapa la princesse et utilisa une technique de déplacement. Les chevaliers furent pris au dépourvu. Il les traita d'idiots et dit à Raya qu'ils allaient atterrir en terrain découvert. Elle le prévint du danger tandis que Jake tirait des flèches. Le protagoniste activa l'esprit du feu, des boules de feu jaillirent, explosant dans les airs et détruisant les flèches. Zi protesta, demandant à Jake si c'était juste. Jake répondit qu'il ne s'attendait pas à les toucher, donc ce n'était pas de sa faute. Il suggéra de vérifier la situation. Si la princesse était vivante, leur mission serait accomplie. En s'approchant, le protagoniste se plaça sur leur chemin. Jake, avec un ton sarcastique, dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le magicien arrogant soit le garde du corps du prince. Zed appela Jake, lui demandant si elle pouvait éliminer leur rival. Il lui répondit qu'il regarderait depuis l'arrière et qu'elle pouvait compter sur lui. Elle rit et bondit pour attaquer, mais le protagoniste utilisa un tour de magie, et sa lance passa à côté de lui en rebondissant sans danger.
Le protagoniste lança une onde de choc sur la fille tandis que Jake tirait une flèche sur lui. Il dévia habilement toutes leurs attaques, et finalement la fille se plaignit de s'ennuyer. Elle demanda à Jake pourquoi il n'attaquait pas. Il répondit qu'il voulait d'abord parler. Zodi intervint en demandant s'il devait discuter du criminel qui avait aidé la princesse à s'échapper ou l'appeler kidnappeur. A eu lieu de cela, Jake suggéra de prendre leur temps et d'écouter l'ennemi, notant qu'il trouvait étrange qu'il n'ait pas encore bougé. Le protagoniste précisa qu'il ne cherchait pas à se battre contre eux. Jake lui demanda des précisions sur ce qu'il voulait dire. Le protagoniste expliqua qu'il ne les tuerait que lorsqu'il en aurait envie. Jake couvrit Zodi de sa main en disant que, même s'il pouvait faire ça, aider la princesse à s'échapper nécessitait une bonne raison. Il demanda quel était l'objectif du protagoniste. Celui-ci répondit qu'il voulait juste qu'elle retrouve son amie. Il pensa que peut-être ces chevaliers de la nuit n'étaient pas aussi mauvais qu'ils en avaient l'air. S'il était honnête, peut-être comprendrait-il et les laisserait partir. Jake demanda s'il mentait. Le protagoniste se rendit compte qu'il ne le croyait pas et pensa que la situation devenait critique. Ils étaient tellement têtus. Il décida de gagner du temps pour que Rhea puisse s'échapper dans la forêt. Mais à sa surprise, la princesse apparut à côté de lui et bondit pour attaquer Jake d'un coup puissant. Le chevalier n'eut même pas le temps de réagir avant de tomber en arrière sous le coup. Elle les provoqua en demandant si c'était tout ce qu'il savait faire. Le protagoniste lui cria dessus, se demandant ce que cette idiote de chatte faisait. Zodi demanda si la princesse allait aussi se battre. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais comme sa partenaire était au sol, elle sentait qu'elle devait attaquer. Elle leva son arme en déclarant qu'elle se fichait de la mission et que la princesse allait mourir. Rhea commença alors à courir en cercle puis sauta dans un arbre en riant et criant que les attaques humaines ne lui feraient pas mal. Zodi, frustré, lui dit d'arrêter de courir en cercle alors qu'elle s'apprêtait à frapper de nouveau. Soudain, un des doigts de Zodi fut tranché et du sang jaillit de la blessure. Rhea fut choquée par ce qu'elle vit. Zodi avait activé son mode berserk, qui levait ses restrictions et lui permettait d'absorber le sang. Une fois cela arrivé, elle ne pouvait plus distinguer amis et ennemis. Tandis que Zodi souriait doucement sous cette influence, le protagoniste attrapa la princesse et commença à s'éloigner du combat. Pendant qu'il fuyait, il la gronda pour être une idiote de chatte et lui ordonna de s'enfuir. Rhea protesta, disant qu'elle avait de la fierté et ne pouvait pas laisser son mari en danger. Le protagoniste se mit en colère contre ces paroles, criant que personne ne voudrait l'épouser. Entendant des pas derrière lui, il se retourna et vit Zodi à leur poursuite. Il comprit que dans son état actuel, elle était inarrêtable. Il ne voulait pas affronter les chevaliers, mais il n'avait pas le choix. Il activa ses chaînes sinistres pour tenter d'attraper la chevalière. Mais elle se libéra facilement, et il pensa qu'elle était incroyablement forte à cet instant. Elle se redressa pour attaquer, voulant le tuer. Soudain, une explosion éclata non loin, la projetant sur le côté. Le protagoniste se demanda qui avait attaqué. Jake apparut devant lui, les pressant de partir vite. Des renforts arrivaient, et s'il ne se dépêchait pas, il serait capturé. Le protagoniste était confus et demanda si leur but n'était pas de ramener la princesse chez elle. Jake confirma que c'était bien le cas, mais la situation avait changé et il leur achetait un peu de temps. Le protagoniste le remercia sincèrement, réalisant qu'il avait parlé plus directement qu'il ne le voulait. Jake leur fit un clin d'œil en disant au revoir, espérant qu'ils retrouveraient leur ami. Pendant qu'il fuyait, la princesse s'excusa auprès de son sauveur. Il la réprimanda en disant qu'elle était encore jeune et ferait beaucoup d'erreurs. Elle était indignée, affirmant qu'elle ne ferait jamais d'erreur. Il rétorqua que tant qu'elle serait en vie, elle finirait forcément par se tromper et en souffrir. La princesse baissa les yeux, se sentant découragée. Le protagoniste, lui, pensa que tant que quelqu'un était vivant, il pouvait toujours réparer les choses. Et se relever après une chute faisait partie de la vie, tous les efforts qu'il fournissait mèneraient quelque part. Finalement, Rhea remarqua son silence et demanda si quelque chose n'allait pas. Il lui assura que tout allait bien, mais soudain, il crut entendre une voix familière. Ce n'était pas possible. La personnalité de ce corps était maintenant en lui. Il balaya cela d'un revers de main, pensant que ce n'était que son imagination, et continua son chemin. Il s'assura que la princesse était confortable sur son dos alors qu'ils approchaient d'une maison. Elle lui indiqua qu'ils étaient arrivés à la colline des fleurs, où une fille nommée Rachel s'entraînait à ses compétences. Juste à ce moment-là, Rachel entendit des pas, se retourna et demanda qui était là.
Rhea courut vers Rachel en l'appelant avec excitation. Elles se serrèrent fort dans les bras, et Rachel exprima combien elle lui avait manqué. Rhea partagea le sentiment, disant que Rachel lui manquait beaucoup aussi. Puis Rhea se tourna vers le protagoniste et présenta Rachel, demandant qui il était. Rhea admit qu'elle ne savait pas vraiment. Le protagoniste, les bras croisés, répondit qu'il n'avait pas de nom. Il était juste un partenaire. Rachel hocha la tête, disant qu'elle comprenait et était reconnaissante qu'il soit avec son ami. Elle remarqua sa tenue de mage et comment c'était cool de rencontrer non seulement un ami, mais aussi un mage à côté de son professeur. Elle demanda ensuite s'il pouvait lui montrer un sort sur un épouvantail. Le protagoniste pensa qu'il était clair qu'elle ne savait pas qui il était, mais que la magie de bas niveau ne ferait de mal à personne. Il sortit son grimoire quand soudain un homme apparut, demandant ce qui se passait avec Rachel, ayant entendu ses pleurs. L'homme ajusta ses lunettes et parut choqué. Le protagoniste se sentit mal à l'aise. Il reconnut cet homme. L'homme se précipita vers eux, poing serré, et s'exclama à propos de ce grimoire incroyable. Le protagoniste fut surpris. L'homme s'inclina et s'excusa, demandant s'il pouvait le regarder car c'était la première fois qu'il voyait un vrai exemplaire. Le protagoniste lui tendit le livre, se sentant un peu désolé pour lui. L'homme le remercia et suggéra de ne pas rester là à parler. Il les invita à entrer pour prendre du thé et des biscuits. Ils s'assirent tous à la table et le protagoniste trouva que c'était un accueil étonnamment chaleureux. L'homme essaya d'ouvrir le livre mais constata qu'il ne bougeait pas. Le protagoniste expliqua que le livre ne révélait son contenu qu'à celui qu'il choisissait. L'homme fut déçu, souhaitant pouvoir enfin le lire. Rachel le rassura en disant qu'il serait choisi un jour. Il la regarda avec espoir et dit qu'il continuerait à essayer. Puis il se présenta, mentionnant que Rhea était la princesse des hommes bêtes. Rhea croisa les bras et remercia le professeur de Rachel de veiller sur elle. Le professeur se gratta la nuque en disant que c'était un honneur pour lui. Il ajouta qu'honnêtement, c'était plutôt Rhea qui prenait soin de lui. Rhea regarda sa tasse de thé et mentionna qu'elle avait entendu dire qu'il manquait de puissance magique. Elle avait apporté un médicament spécial de sa tribu. Le professeur fut surpris et dit que cela l'aiderait beaucoup. Il expliqua que l'épuisement de la puissance magique arrivait quand quelqu'un utilisait trop de magie, mais que les hommes bêtes avaient des moyens de le gérer. Le protagoniste, étant lui-même un mage, s'intéressa à ce côté de Rachel, disant que Rhea avait fait tout ce chemin juste pour l'aider à enseigner. Elle plaisanta en disant qu'il était un professeur désespéré. Le protagoniste se pencha vers Rhea, lui murmurant qu'il devrait y aller. Elle demanda s'il rentrait déjà chez eux. Le professeur suggéra qu'il reste un peu plus longtemps, puisqu'ils devaient être fatigués de leur voyage. Le protagoniste lui rappela qu'ils étaient poursuivis et que rester pouvait les mettre en danger. S'il tenait à sa disciple, il devrait les laisser partir alors qu'ils se dirigeaient vers la porte. Le professeur leur demanda d'attendre un instant. Il avait quelque chose pour eux. Il ouvrit une boîte contenant 2 bagues et leur demanda de les accepter. Le protagoniste pensa qu'elles ressemblaient à des alliances. Rhea demanda avec excitation comment ils savaient qu'ils allaient se marier. Rachel et le professeur intervinrent en disant que c'étaient des objets magiques. Le protagoniste fit remarquer que donner des outils magiques était une chose importante. Le professeur expliqua que sa disciple était triste parce qu'elle ne pouvait pas voir son amie, mais maintenant que Rhea était là, il voulait la voir sourire à nouveau et partager l'expérience de toucher un vrai grimoire. Le protagoniste accepta la bague et ils sortirent. Le professeur leur lança ses vœux de réussite alors qu'ils partaient. En voyage, Rachel mentionna combien ils étaient en bonne santé et en sécurité. Rhea fit un geste de la main en guise de remerciement tout en marchant. Elle demanda au protagoniste si la bague était vraiment une bague magique et non une bague de fiançailles. Il la traita de « chatonne » et lui assura que c'était bien une bague magique. Il sentait son énergie, mais réalisa qu'il ne savait pas encore ce qu'elle pouvait faire. Il se dit qu'il le découvrirait quand il l'emmènerait dans la grande forêt. C'était étrange, mais il s'amusait, surtout après avoir voyagé seul pendant un mois. Rhea remarqua qu'il semblait pensif et lui demanda ce qu'il avait en tête. Il lui dit qu'il avait quelque chose à partager qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de mentionner. Elle demanda avec excitation s'il était amoureux d'elle, mais il répondit rapidement non. En vérité, il s'était beaucoup attaché à elle, alors il s'était préparé pour ce moment, il révéla son vrai nom à voix basse, Billy Crowley. Rhea fut surprise, s'approcha de lui et demanda s'il était le célèbre magicien. Elle avait toujours voulu savoir à quel point il était terrible,
mais elle ne pensait pas qu'il semblait si mauvais. Le protagoniste se demanda s'il était vraiment gentil à ce moment-là. Elle demanda si quelque chose n'allait pas, mais avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un appela son nom derrière eux. Ils se retrouvèrent soudain entourés d'humains et de demi-humains. L'un d'eux appela Rhea, qui voulait dire quelque chose au protagoniste, mais il l'interrompit en disant que c'était normal que les membres de sa tribu viennent la reprendre. Il lui dit d'aller vers eux. Elle s'enfuit, et il pensa que si Jake avait réussi à s'échapper et à transmettre le message, tout irait bien. Il était temps pour lui de partir. Puis quelqu'un sortit une arme à feu, affirmant que voler la princesse des demi-humains était une affaire grave. Ils crièrent qu'ils étaient dans une situation de vie ou de mort à cause de lui. Le protagoniste, confus, demanda ce qu'il voulait dire. Il sentit alors la magie noire émaner de Zoria et Jake, réalisant que Jake était le seul à utiliser la magie noire. Il cria que ce n'était pas lui, mais on lui dit de se taire et on tira. Rhea fut choquée et tenta de se libérer pour le sauver. Plus tard, dans la prison souterraine de l'ordre des chevaliers héroïques, Lobelia était assise derrière les barreaux, sentant le poids des chaînes qui limitaient sa magie et la barrière qui la retenait prisonnière. Jake était dans un si mauvais état qu'il ne pouvait pas réveiller le héros. Reinhardt n'écoutait pas son récit, et comme il était considéré comme un ennemi, s'il ripostait, cela ne ferait qu'aggraver sa réputation. Il pensait que c'était dommage, que tout pouvait être fini pour lui maintenant. Puis il remarqua Léon qui approchait. Elle appela son nom et s'avança vers lui, mais trébucha et tomba. En se relevant, elle dit que cela faisait longtemps. Il reconnut son nom, ce qui la rendit heureuse. Elle mentionna avoir entendu parler de ce qui était arrivé aux membres de l'ordre. Le protagoniste insista sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Elle sourit en disant qu'elle croyait en lui. Elle savait que Lobelia, qui l'avait sauvé, ne pouvait jamais commettre un acte aussi brutal. Elle lui demanda d'attendre pendant qu'elle essayait de les convaincre du contraire. Il répondit que ce n'était pas nécessaire et elle fut surprise. Il expliqua que c'était son problème à gérer seul. Elle insista en disant qu'elle lui devait une faveur et voulait lui être utile. Il refusa son aide et elle lui rappela avec colère qu'elle était une princesse et promit de l'aider. À ce moment-là, Yul arriva et demanda ce qu'elle faisait là. Elle tenta de le chasser en disant qu'elle avait de forts sentiments pour Lobelia. Le protagoniste pensa qu'il entendait une blague quand il vit Elsa assise non loin, regardant Zoria et Jake inconscient. Reinhardt entra et elle le salua joyeusement en lui souhaitant un bonjour, auquel il répondit de même. Elle exprima l'espoir que tout irait bien. Reinhardt posa un vase sur la table et Elsa ajouta que, bien qu'elle ne nie pas la possibilité, il semblait étrange de douter de quelqu'un sans preuve solide. Il s'assit à côté d'elle, lui caressa doucement la tête et lui dit qu'elle était trop gentille. Il insista sur le fait que le seul à utiliser la magie noire était Lobelia et que cela devait être lui. N'aimant pas voir ses amis souffrir, Reinhardt se leva, fit un signe d'au revoir et dit qu'il devait partir, laissant tout entre ses mains. Alors qu'elle restait là à regarder Jake, elle remarqua qu'il bougeait les doigts, ce qui la surprit. Pendant ce temps, le protagoniste était escorté à l'étage par des gardes. En entrant dans la pièce, l'équipe de Reinhardt le regarda et l'un d'eux annonça son arrivée. Le protagoniste fut confus jusqu'à ce que Reinhardt apparaisse. Reinhardt mentionna ne pas avoir eu de nouvelles du protagoniste depuis des mois et fut choqué d'apprendre qu'il avait fait du mal à ses amis. Il le défia en duel. Le protagoniste demanda pourquoi il ne pouvait pas d'abord discuter. Reinhardt cria qu'il n'y avait rien à discuter avec quelqu'un comme lui. Le protagoniste insista sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Reinhardt affirma qu'ils avaient des preuves contre lui et qu'il ne devait pas essayer de les tromper. Il saisit son épée en jurant qu'il ne lui pardonnerait jamais, et les gardes commencèrent à délier le protagoniste. Celui-ci réalisa que Reinhardt était pressé de se battre. Il pensa qu'il préférerait régler ça par la parole, mais s'il ne tenait pas bon, cela ne ferait qu'empirer les choses, et décida de passer à l'action. Le protagoniste sortit son grimoire et commença à lancer un sort. Reinhardt se rua sur lui, mais le protagoniste parvint à esquiver l'attaque. Il conseilla à Reinhardt de baisser son épée, disant que sa force était bien moindre que la sienne. Reinhardt cria qu'il refusait de reculer. Le protagoniste trouva cela dommage, puis utilisa sa magie pour invoquer des chaînes sinistres qui entravèrent Reinhardt, le rendant incapable de bouger. Alors que Reinhardt se débattait, le protagoniste expliqua qu'il n'avait pas blessé ses amis. C'était Zoria qui l'avait fait quand elle était devenue berserk. Jake avait essayé de l'arrêter, et c'est ainsi que les choses avaient fini comme ça.
Reinhardt interrogea le protagoniste, demandant comment il pouvait s'attendre à ce qu'il croie de telles absurdités. Le protagoniste suggéra que Reinhardt demande à ceux qui étaient présents, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas se battre. Reinhardt fit remarquer qu'ils étaient dans un état où ils pourraient ne jamais se réveiller. Il se libéra des chaînes en traitant le protagoniste d'idiot pour avoir essayé de fuir ses péchés. Le protagoniste réalisa que Reinhardt utilisait le pouvoir de l'épée sainte. Reinhardt se précipita sur lui, lui blessant l'épaule et le prévint de ne pas le sous-estimer. Le protagoniste demanda pourquoi Reinhardt ne voulait pas l'écouter. C'était un héros en quête de justice, alors pourquoi ne pas essayer de le comprendre? Il se demanda si c'était parce qu'il était l'Obelia, le soi-disant méchant. Frustré, le protagoniste ouvrit son grimoire en déclarant que tout cela était bien stupide et que Reinhardt comprendrait bientôt. Il lança le sort du cercle noir, emprisonnant Reinhardt à l'intérieur. Confus, Reinhardt pensa que cela le affaiblissait. Le protagoniste invoqua ensuite une lance noire, mais Reinhardt parvint à la repousser. À ce moment-là, le protagoniste lui asséna un coup puissant dans le ventre, le projetant à travers le mur. Le protagoniste pensa que si Reinhardt était vraiment un héros, il ne tomberait pas si facilement. Alors que les spectateurs regardaient le combat, l'un d'eux traita Reinhardt d'idiot pour ses actions. Une fille demanda s'il voulait blesser non seulement leurs camarades, mais aussi leur chef. Furieux, le protagoniste leur rappela que Reinhardt l'avait défié en duel et l'avait déjà blessé. Reinhardt revint dans la pièce en disant aux spectateurs de ne pas s'immiscer. Il leva la main en affirmant que c'était leur duel et qu'il se contentait de contre-attaquer. Ils arguèrent qu'il était inutile de se battre contre lui seul et qu'ils devaient travailler ensemble. Reinhardt insista que s'il ne pouvait pas le vaincre, alors tout était vain. Il déclara qu'il ne voulait plus voir ses proches blessés, levant son épée et criant que la victoire serait la sienne. Le protagoniste utilisa sa magie pour lancer plusieurs lances sur Reinhardt, mais celui-ci les évita. Reinhardt chargea de nouveau et le protagoniste décida de bloquer l'attaque avec sa main, ressentant la douleur causée par l'épée. Il déchaîna alors le souffle de la flamme, agitant la main. Le protagoniste pensa que Reinhardt devenait plus fort, alimenté par la bénédiction de l'épée et le soutien de ses amis. Était-ce ce qu'on appelait une protection scénaristique? Reinhardt chargea encore, accusant le protagoniste d'avoir blessé ses camarades et d'avoir volé la princesse. Le protagoniste répondit qu'il avait déjà tout expliqué. Rhea quittait la forêt pour retrouver une vieille amie, et lui n'était que son garde au moment de l'incident. Il bloqua avec succès l'attaque de Reinhardt, mais celui-ci demanda s'il allait vraiment mentir ainsi. Le protagoniste estima qu'il n'y avait plus de raison d'expliquer. Il se rappela alors un souvenir d'enfance où on lui avait dit qu'il ne pourrait jamais faire de bonnes actions et qu'il n'était plus un fils. C'était la vraie solitude de l'Obelia. Il cria que c'était ainsi que les gens rejetaient les autres sans même écouter. Reinhardt, confus, demanda ce qu'il voulait dire. Le protagoniste lui asséna un violent coup au visage, le projetant en arrière. Il serra le poing, déclarant que Reinhardt n'était grand que parce qu'il était un héros de la justice. Il sauta sur lui, lançant des coups de poing et criant qu'il devrait être haï uniquement pour être l'Obelia. Il voulait vivre heureux et être reconnu. Il avait le droit de rendre les autres heureux et de les protéger. Reinhardt, maintenant battu, demanda pourquoi le protagoniste pleurait. Celui-ci s'assit sur lui, les larmes aux yeux, puis lança un autre coup de poing, se sentant engourdi. Reinhardt attrapa son épée, la saisit et la planta dans le ventre du protagoniste. L'Obelia tomba en arrière, crachant du sang. Reinhardt se tint au-dessus de lui, déclarant que ça suffisait. À ce moment-là, Elsa accourut en criant qu'il devait s'arrêter. Claudia et Yoel la suivirent, se tenant protecteurs devant le protagoniste. L'un d'eux déclara que le combat était terminé. Reinhardt répondit qu'il était sur le point d'obtenir sa vengeance. Il se prit la tête en disant que ce n'était pas lui, qu'il ne tuait généralement pas quand il était aussi incertain. Ils lui dirent que le protagoniste n'avait ni volé la princesse ni blessé Zoria et Jek. Tout ce qu'il disait était la vérité. Reinhardt était incrédule, exigeant une preuve. Ils lui demandèrent s'il était si sûr de lui. Reinhardt pointa le protagoniste du doigt, le traitant d'hypocrite. Le protagoniste pensa que c'était vrai. Peu importe ses efforts, personne ne le croirait. Claudia prit la parole en disant qu'il les avait sauvés. Sans lui, sa terre natale serait encore en danger. Il était définitivement son sauveur. Un autre homme intervint, admettant qu'il ne croyait pas au départ que le protagoniste avait vaincu le dragon plus rapidement que lui, mais le fait restait que des gens avaient été libérés. Le BO avait aidé la princesse et rencontré son ami.
Il l'avait ensuite protégée de Zoya, une guerrière féroce. Elsa était bouleversée et affirma que s'en prendre à des innocents était mal et devait cesser. Reinhardt insista cependant que tout cela était un mensonge et qu'un méchant ne pourrait jamais vraiment aider quelqu'un. Elsa le pressa d'admettre qu'il avait tort, lui rappelant que personne ne lui avait demandé d'agir ainsi. Reinhardt s'agenouilla et son équipe se précipita à ses côtés. Elsa prit la main du protagoniste, le suppliant de ne pas mourir. Il répondit qu'il ne voulait pas mourir non plus. Il détestait les mauvaises fins. Tous se tournèrent vers lui. Elsa lui rappela qu'il avait sauvé quelqu'un et qu'il y avait enfin des gens qui le comprenaient. Elle le pressa encore de ne pas mourir, disant qu'il devait vivre. Soudain, la bague qu'il portait s'activa, brillant intensément. Tous se protégèrent les yeux de la lumière et, en un instant, ils disparurent. Elsa se retrouva dans une grotte, confuse sur l'endroit où elle se trouvait. Lorsque le protagoniste apparut, elle cria de peur. Ils s'installèrent près d'un feu et il la taquina en disant qu'elle avait eu tellement peur qu'elle s'était mouillée dessus. Elle lui demanda de ne plus jamais en parler. Il plaisanta en disant qu'il avait peut-être de la chance, mais qu'il n'était pas un gentleman, alors ça n'avait pas d'importance. Elle remarqua que ses blessures avaient guéri rapidement et demanda comment. Il expliqua qu'un magicien lui avait donné la bague, qui contenait 2 sorts. L'un guérissait ses blessures, l'autre le téléportait dans un lieu aléatoire. La bague les avait amenés dans cette grotte, et il était parti s'occuper de quelques gobelins qui s'y trouvaient. À son retour, elle lui avait crié dessus, puis s'était excusée. Il haussa les épaules, disant que tout allait bien. Elle demanda quand il pourrait repartir, et il répondit qu'il partirait une fois la tempête dehors calmée. Elle fut surprise d'apprendre qu'il y avait une tempête, réalisant que c'était le bruit qu'elle avait entendu. Il se tint à l'entrée de la grotte, regardant l'ouragan déchaîné. Il reconnut l'endroit, le continent du diable, connu pour son climat étrange et le théâtre d'un long conflit entre humains et démons. Il sortit une boussole en essayant de se souvenir où ils étaient. Il pensa à Reinhardt qui chercherait Rhea dans cet environnement hostile, et s'inquiéta de ce qui pourrait arriver s'il ne revenait pas bientôt. Il savait qu'il devait la protéger coûte que coûte. En traversant le désert, il pensa à quel point le temps était terrible. On aurait dit que la tempête avait chassé tous les nuages. Elsa se tourna vers lui, mais il l'interrompit, disant qu'il n'avait plus de potion résistante à la température. Elle répondit qu'elle n'en voulait pas. Elle était curieuse de savoir ce qui se passait entre lui et Reinhardt. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Reinhardt semblait en colère. Il ne voyait pas l'intérêt d'expliquer, mais elle comprenait qu'il était poussé à être le meilleur, ce qui le rendait méprisant envers Reinhardt. À ce moment-là, ils aperçurent des scorpions géants. Elsa paniqua, mais il lui dit de ne pas s'affoler à cause de simples insectes. Il lui suggéra d'utiliser sa magie de feu, puisqu'elle était aussi une sorcière. Ensemble, ils réussirent à vaincre les scorpions et continuèrent leur chemin dans le désert. Il demanda si elle était fatiguée. Elle insista, disant qu'elle allait bien, notant que c'était un champ de bataille inhabituel. Il la traita d'inutile, inquiet de ce qui pourrait arriver s'ils avaient des ennuis. Il la prit dans ses bras malgré ses protestations qu'ils venaient juste de se rencontrer et que c'était étrange. Il lui ordonna de se taire, exprimant sa frustration envers les femmes qui semblaient faibles et prêtes à abandonner. Elle insista qu'elle n'était pas faible et que même Reinhardt la soutiendrait. Il répondit que ça ne semblait pas être le cas. Elsa fut blessée par ces paroles. Le protagoniste pensa qu'elle lui rappelait parfois Reinhardt, comme si elle avait des sentiments pour lui cette nuit-là. Assise sur le sable, Elsa exprima sa confusion sur la raison pour laquelle il se souciait d'elle alors qu'elle n'avait rien fait pour lui. Elle se demanda pourquoi il ne l'avait pas simplement laissée dans la grotte. Était-ce parce qu'elle l'avait défendu? Mais elle avait fait ça pour Reinhardt, pas pour lui. Elle ne voulait pas que Reinhardt devienne un meurtrier. Le protagoniste lui fit remarquer qu'elle l'avait défendu. Mais c'était Reinhardt qui avait causé tous les problèmes. Pensait-elle vraiment qu'il méritait le pardon? Elsa insista sur le fait qu'il le méritait. Il disait qu'il était juste trop gentil. Il fut surpris et répondit qu'elle n'était pas très différente. Elle était douce, honnête, un peu maladroite, toujours attentive aux autres et aimait les fleurs. Le seul problème était son béguin pour Reinhardt. Honnêtement, il avait du mal à comprendre pourquoi il l'aimait autant. Il lui dit ensuite que peu importait pour lui la raison pour laquelle elle le défendait. Il voulait juste qu'elle soit à ses côtés. Il ne la laisserait pas mourir. Lorsqu'elle demanda pourquoi, il expliqua que ce ne serait pas bon pour lui. Si elle mourait, cela ruinerait sa réputation,
et il voulait sincèrement qu'elle vive une vie heureuse avec lui. En tant qu'héroïne principale de l'histoire, Reinhardt et Elsa s'étaient rencontrés au cœur d'une forêt interdite où elle était piégée depuis plus d'un millier d'années. Reinhardt avait eu pitié d'elle et avait brisé le sceau, lançant toute l'aventure. Au plus profond d'elle, elle détenait un pouvoir capable de changer le monde, mais si elle le perdait, tout s'effondrerait. Le protagoniste s'assit à côté d'elle en pensant au nombre de personnes qui voulaient s'emparer de ce pouvoir. Elle devait le protéger à tout prix. Alors qu'elle reposait sa tête sur ses genoux, il se sentit épuisé d'avoir aidé tout le monde et décida de faire une sieste. Il posa son menton sur sa main et s'endormit. Quand Elsa remarqua qu'il dormait, elle se leva et s'enfuit, se demandant s'il avait une vraie raison de l'aider ou s'il essayait juste de l'utiliser. Elle s'arrêta pour regarder le ciel, soulagée de ne voir aucun monstre, espérant être en sécurité. Soudain, le sol sous elle commença à s'effondrer et elle tomba dans un labyrinthe. En se relevant, elle utilisa sa magie pour créer un petit feu et voir autour d'elle. Elle réalisa qu'elle était dans un labyrinthe et pensa que la sortie était trop haute pour être atteinte. Elle devait trouver un moyen de sortir à la surface, se sentant submergée. Elle s'assit, triste, regrettant tout le monde, une larme coulant sur sa joue. Elle regretta ses pensées précédentes et s'apitoya sur elle-même. Soudain, des choses étranges commencèrent à se produire autour d'elle. Surprise, elle regarda autour, se demandant si quelqu'un d'autre était là. Elle décida de courir, pensant qu'elle devait s'échapper rapidement, apercevant des portes. Elle en choisit une, pour se retrouver face à un monstre gigantesque. Pendant ce temps, le protagoniste se réveilla, réalisant qu'il s'était assoupi alors qu'Elsa s'était enfuie. Il n'en revenait pas qu'elle les laissait derrière. Il remarqua des traces fraîches dans le sable et décida de les suivre. Elles le menèrent à un trou qui ouvrait sur un labyrinthe. Il pensa que ce n'était peut-être pas le même chemin que dans le jeu. Le labyrinthe était proche et il savait que les chances de croiser des monstres étaient élevées. Il s'inquiéta pour Elsa, sachant qu'elle n'était pas équipée pour se battre et qu'elle pouvait facilement se retrouver en danger. Si elle rencontrait le maître du labyrinthe, il lui avait peut-être déjà dit comment se faire capturer. Il se tint au bord du trou, réfléchissant à sa prochaine action. Il se dit qu'il devrait aller directement à la salle du boss. Ce ne serait pas trop difficile. Il sauta dans le trou, se rappelant combien de fois il avait fait ça dans le jeu. En atterrissant, des monstres commencèrent à s'approcher de lui. Il les regarda et les reconnut comme des arons, parfaits pour se défouler un peu. Les monstres chargèrent, mais il les abattit rapidement. Après s'en être occupé, il se précipita dans le labyrinthe, cherchant le boss. Il tourna un coin et aperçut une série de portes qu'il défonça d'un coup de pied. Il entra dans la pièce et vit un monstre énorme tenant Elsa, qui pendait la tête en bas en criant à l'aide. Le protagoniste sortit son livre, frustré par les ennuis qu'elle causait avec sa magie. Il coupa rapidement les mains du monstre, la libérant. Puis il lança un rayon de feu sur la créature. Elsa s'agenouilla au sol, s'excusant abondamment. Il la tapa légèrement en lui disant qu'il pourrait en parler plus tard. Usant de sa magie, il créa une lance et la lança sur le monstre, le terrassant. Après le combat, il se prit la tête, sentant la fatigue. Elsa, confuse, le serra fort dans ses bras alors qu'ils avançaient dans le labyrinthe. Il pensa à la rapidité avec laquelle les monstres d'Essen guérissaient, rendant les combats longs difficiles. Il essaya la magie noire, qui pouvait abattre un ennemi d'un coup, mais cela lui vidait trop d'énergie. Elsa lui prit la main, honteuse, et demanda pardon pour tous les problèmes qu'elle avait causés. Il lui dit d'oublier ça. Elle devait avoir peur et s'inquiéter pour lui à cause de son air dur. Il lui était difficile de lui montrer qu'il était de son côté. Elle insista sur le fait qu'elle ne voulait pas être un fardeau ni mourir en lui causant des problèmes avec Reinhardt. Il lui rappela qu'elle devait rester près de lui. Elle se démarquait des autres parce qu'elle était tellement désespérée. Il lui demanda si elle comprenait et elle hocha la tête. Puis elle demanda s'il y avait autre chose. Il l'interrompit et elle le remercia de l'avoir sauvé. Il lui pardonna mais la prévint de ne plus se mettre en danger alors qu'il traversait le désert. Il mentionna qu'il devait visiter une ville, même si cela signifiait marcher plus longtemps. Elle demanda quelle ville, et il répondit que c'était Arcadia. Elle reconnut ce nom, sachant qu'elle était dirigée par Reinhardt. Arcadia se trouvait au nord-ouest, près de la mer, là où le héros avait combattu le roi démon. Bien que Reinhardt commandât les villes de ce continent hostile, les ressources étaient rares, rendant le soutien à la région difficile dans le jeu. Les villages souffraient d'un manque de nourriture, et Reinhardt sombrait dans le désespoir en l'apprenant,
mais il voulait assumer la responsabilité. En approchant des portes de la ville, Elsa les regarda avec admiration, demandant si c'était vraiment Arcadia. Soudain, des flèches fusèrent vers eux, tirées par les habitants perchés sur des couvertures avec leurs arcs bandés. Ils exigèrent de savoir qui étaient ces deux-là et d'où ils venaient. Le protagoniste expliqua qu'ils avaient perdu leur foyer pendant la guerre et avaient entendu dire qu'ils pourraient trouver de l'aide ici. Elsa murmura, confuse, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Il lui dit que si elle voulait se faire des amis, elle devait suivre son exemple. Elle appela alors en criant que s'ils n'étaient pas laissés entrer, ils n'auraient nulle part où aller et mourraient. Elle implora leur aide. Après un moment, on leur ordonna de baisser leurs armes et les portes s'ouvrirent en grand. Un des habitants de la ville s'approcha, reconnaissant leur long et difficile voyage, et leur proposa de leur faire visiter. En parcourant la ville, ils remarquèrent des gens assis dans les rues, l'air abattu. Ils arrivèrent finalement à une salle à manger. Elsa exprima sa surprise face à la mauvaise condition de la ville. Le protagoniste expliqua que Reinhardt n'en était pas non plus informé. On peignait souvent un tableau idyllique d'Arcadia pour tromper les autres et éviter d'affronter les vrais problèmes. Il ajouta que la société hésitait à aider les démons vivants là, puisqu'ils avaient autrefois été ennemis. Il apporta des assiettes de nourriture, les posa sur la table et lui dit de manger, faisant remarquer que quelqu'un comme elle ne pouvait pas retrouver ses forces sans manger. Elle regarda le repas et le remercia avant de prendre une cuillerée. Après l'avoir goûté, elle s'exclama que c'était délicieux, bien meilleur que la viande de rat ou de monstre qu'ils avaient mangé si longtemps. Elle se sentit reconnaissante envers les habitants pour avoir fourni une si bonne nourriture et remarqua qu'elle n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi bon auparavant. Curieuse, elle demanda quels ingrédients spéciaux ils utilisaient. Il lui dit de se concentrer sur le repas pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Elle aperçut des enfants qui les regardaient en bavant devant la nourriture. Elle demanda ce qu'ils devraient faire à ce sujet. Il invita les enfants à les rejoindre à la table et leur servit de la nourriture. Les enfants la dévorèrent rapidement, les remerciant ensuite. Ils se présentèrent, l'un s'appelait Ars et avait entendu parler des nouveaux arrivants. Une autre, Jessica, en avait assez des repas fades faits maison, et le troisième, Rui, expliqua que les navires n'étaient pas venus depuis plusieurs mois, ce qui rendait leur survie difficile. Le protagoniste comprit que la situation était pire qu'il ne l'avait imaginé, surtout sans aide depuis 3 mois. Il demanda aux enfants ce qu'ils pensaient du héros. Ils répondirent qu'il était un hypocrite, un menteur et un méchant. Il trouva leurs opinions un peu dures, mais il soutenait leurs propos. Elsa fut triste d'entendre leurs pensées. Il décida qu'il devait apprendre à ses enfants à survivre dans un monde aussi dur. Son objectif était d'aider les habitants de cet endroit à devenir autonomes sans dépendre des héros. Il leur demanda alors s'ils voulaient devenir plus forts. Les enfants le regardèrent surpris, puis acquiescèrent avec enthousiasme, répondant d'une seule voix que oui. Elsa demanda s'il allait vraiment leur prendre la moitié de leur vie. Le protagoniste fut perplexe face à sa question, mais se détourna rapidement pour dire qu'il devait partir en patrouille avant la tombée de la nuit. Elsa comprit et lui rappela de faire attention. Il sortit de la ville pour marcher. En marchant, il pensa à la façon dont les habitants avaient partagé leur nourriture avec eux, même lorsqu'ils traversaient eux-mêmes des difficultés. Il sentit qu'il méritait des remerciements, alors il décida de chercher une proie facile dans les environs. Soudain, un gros sanglier apparut devant lui, tout excité. Il sortit son livre et s'écria « Jackpot ». Utilisant la magie, il créa des sphères et attaqua le sanglier, le mettant rapidement à terre. Se sentant chanceux d'avoir trouvé un si gros cochon si vite. Il s'approcha, pensant qu'il devrait en porter le plus possible, quand un homme apparut soudainement hors du livre. Il s'agenouilla, posa la main sur son cœur et se présenta comme le roi dragon Boro. Le protagoniste, prêt à se défendre, créa une lance magique et la pointa vers Boro, mais le roi dragon lui demanda d'attendre. Il affirma ne pas vouloir lui faire de mal et lui demanda de baisser sa lance. Le protagoniste s'étonna que Boro soit toujours en vie. Boro expliqua que sa porte de l'enfer illusoire lui avait donné le choix, servir l'Obilio pour l'éternité ou rejoindre les créatures à l'intérieur. Il avait choisi de servir. Le protagoniste resta sceptique, pensant que Boro le poignarderait dans le dos si l'occasion se présentait. Boro insista sur sa loyauté, affirmant que la race des dragons suivait toujours le plus fort. Le protagoniste fut surpris par cela. Il n'aimait pas entendre parler de loyauté de la part de quelqu'un qu'il considérait comme un méchant. Il rappela son livre à lui, mais Boro supplia pour une chance de prouver sa valeur.
Le protagoniste décida de le mettre à l'épreuve. Il mentionna qu'il laisserait la viande du sanglier aux habitants d'Arcadia, assurant à Boro qu'il pourrait revenir au livre de sorts à tout moment. Le protagoniste pensa que Boro pourrait être utile, mais qu'il devait quand même le surveiller. Ils revinrent en ville et Boro disparut. La carcasse du sanglier gisait au sol, et le protagoniste remarqua qu'il n'aimait pas simplement prendre les choses. Les habitants furent surpris, l'un d'eux disant que c'était impressionnant. Il avait tué un animal aussi gros tout seul. Un autre exprima sa gratitude pour son aide. Le protagoniste décida de ne pas mentionner sa réputation d'archimage arrogant. Un des hommes lui dit qu'il chassait dans la vallée des Manjos et l'invita à se joindre à eux. Le protagoniste accepta, et l'homme le remercia. Elsa entendit la conversation et demanda si elle pouvait venir aussi. Elle expliqua que le protagoniste lui avait appris quelques sorts d'attaque et qu'elle voulait aider. Elle pensait aussi qu'il était important de gagner de l'expérience au combat réel. Il lui donna la permission et l'encouragea à faire de son mieux. Elsa était ravie. L'homme dit que plus ils étaient nombreux, mieux c'était, et ils prévoyaient de partir à la chasse dans 5 jours. Quand le jour arriva, ils partirent et réussirent à abattre beaucoup de carcasses. Un des chasseurs complimenta Elsa pour son lancement de sorts. Elle répondit que Tori avait été un excellent professeur. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient jamais tué autant d'animaux auparavant. Bien qu'ils s'attendaient à des monstres plus forts, plus tard, ils se sentirent en sécurité avec les masses autour. Le protagoniste trouva étrange que des monstres de bas niveau soient censés habiter la vallée des Manjos. Juste à ce moment-là, un monstre apparut de nulle part. Ils eurent à peine le temps de réagir quand Elsa cria à tout le monde d'être prudent, mais c'était trop tard. Le monstre attaqua un des chasseurs. Ils ripostèrent et tuèrent la créature, mais malheureusement, le chasseur ne survécut pas. Les chasseurs étaient sous le choc, se demandant ce qui venait de se passer. Avait-il manqué une attaque ? Soudain, un autre chasseur cria qu'un groupe de monstres arrivait de l'est. Le protagoniste comprit que c'était une mauvaise nouvelle. Le chaos éclata autour d'eux. Il cria rapidement à tout le monde de battre en retraite, disant qu'il allait gérer la situation. Elsa était assise près du chasseur tombé, et d'autres s'approchèrent d'elle en disant qu'ils ne pouvaient rien faire, mais elle ramassa une épée et chargea au combat, abattant facilement les monstres qui les menaçaient. Après cela, elle laissa tomber l'épée et s'agenouilla, les larmes coulant sur son visage. Le protagoniste se précipita vers elle, inquiet. Elle le serra fort dans ses bras, et il réalisa qu'elle s'était transformée, passant d'une héroïne sans défense à quelqu'un capable de supporter les épreuves de leur voyage. Elle exprima sa frustration de s'être sentie impuissante dans le labyrinthe, disant qu'elle voulait devenir plus forte, mais avait l'impression que les autres devaient toujours la protéger. Elle craignait de ne pas pouvoir affronter à nouveau les chevaliers si cela continuait. Il l'encouragea à devenir quelqu'un capable de protéger les autres. Un mois passa, et il apprit aux hommes à chasser et aux femmes à cuisiner. Il partagea aussi ses connaissances avec les enfants, y compris Ars, Jessica et Rui, qui étaient impatients de devenir plus forts pour aider les autres. Il les prit sous son aile, leur enseignant la magie et partageant la nourriture. Un jour, il cria d'excitation qu'il avait réussi à leur apprendre. Jessica le félicita tandis que Rui serra le poing, déterminé à faire encore plus d'efforts. Le protagoniste pensa que les gens ici apprenaient vite, ayant peut-être toujours eu du talent, mais n'ayant jamais eu la chance de le montrer. La ville devint plus animée et il remarqua qu'Elsa se faisait aussi des amis. Elle était assise avec une amie qui lui demanda si elle pensait que c'était génial d'avoir quelqu'un qui veillait sur elle. Elsa fut confuse et demanda ce que son amie voulait dire. Son amie expliqua que même si Elsa avait quelqu'un qu'elle aimait, elle était aussi protégée par un autre garçon qui semblait un peu effrayant mais qui était beau, comme un personnage de conte de fées. Elsa réfléchit à cela, ne sachant pas quoi en penser. Son amie insista, suggérant qu'il devait y avoir une raison à cette protection, comme s'il avait des sentiments pour elle. Elsa fut surprise et avoua qu'elle le trouvait cool, mais qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour lui. Son amie insista en disant qu'il y avait définitivement quelque chose là-dessous. Elsa ajouta qu'elle resterait toujours méfiante envers les théories de son amie. Son amie rit en disant que c'était exactement ce qu'elle voulait dire. Alors que night tombait, le protagoniste se tenait sur une tour en observant les environs. Elsa s'approcha de lui et demanda pourquoi il voulait aider ces gens. Il répondit qu'il n'avait pas besoin de raison. Elle mentionna son passé, mais il l'interrompit en demandant si elle pensait qu'il était impossible pour lui de changer. Elle s'excusa d'en avoir parlé. Il la rassura en disant que ce n'était pas grave et qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser pour tout.
Il ajouta que les gens pouvaient changer s'ils choisissaient la voie de la rédemption, peu importe la gravité de leurs erreurs passées. Elle demanda s'il pensait qu'il serait pardonné. Il admit qu'il ne savait pas, mais qu'il était déterminé à ne plus blesser personne et à aider les autres si besoin. Elle demanda alors ce que ça ferait si elle voulait marcher ce chemin avec lui. Elle le regarda sincèrement, pressant ses mains contre sa poitrine. Elle se demandait si ça irait. Il la regarda à son tour et répondit qu'il pouvait se débrouiller seul. De plus, elle avait des amis. Elle reconnut cela et s'excusa d'avoir dit quelque chose de stupide, puis se tourna pour partir. Elle mentionna qu'elle avait des choses à faire le lendemain et le remercia, lui souhaitant une bonne nuit. Le protagoniste posa sa main sur son menton, profondément pensif, réalisant qu'elle pourrait vouloir passer sa vie avec lui. Il rejeta cette idée comme une absurdité, pensant qu'il avait du mal à comprendre ses intentions. Après un autre mois d'entraînement à l'épée, Elsa était devenue assez habile. Elle s'assit par terre, se sentant un peu découragée, et mentionna qu'elle ne l'avait jamais touchée. Le protagoniste la rassura en disant qu'elle n'était pas du tout mauvaise. Il pensa que sa petite taille lui permettait de se déplacer rapidement, et que ses coups d'épée étaient plus rapides qu'il ne l'avait imaginé. En seulement quelques mois, elle était devenue la meilleure épéiste d'Arcadia. Il annonça que l'entraînement du matin était terminé et suggéra d'aller manger, ce qu'elle accepta avec joie. Jessica et Rui les saluèrent avec un joyeux « bonjour ». Rui, tenant une fourchette pleine de nourriture, rappela à Har et Jessica de ne pas en faire trop. Ils s'assirent tous à table, et le protagoniste dit qu'il leur apprendrait la magie avancée aujourd'hui. Har demanda avec excitation s'ils allaient apprendre un sort d'explosion puissant, mais le protagoniste lui répondit que non. Juste à ce moment, un citadin s'approcha, disant qu'il comptait sur lui pour la chasse du jour. Il accepta et passa la journée à aider aux diverses tâches. Cela ressemblait à une journée paisible, peut-être le calme dont il avait toujours rêvé. Les chasseurs discutaient entre eux, l'un mentionnant qu'ils avaient attrapé une autre grosse créature. Un autre remarqua que le nombre d'attaques avait diminué et que les choses étaient devenues plus calmes. Le protagoniste resta là, satisfait, pensant que tout se passait bien. À ce rythme, il pourrait restaurer sa réputation. Soudain, une femme signala qu'il y avait de la fumée qui s'échappait de la ville. Quelques heures plus tôt, un navire était arrivé au port d'Arcadia. Elsa regardait le bateau appartenant à l'ordre des chevaliers héros accostés, apportant des provisions, mais quelque chose clochait, l'église spirituelle était avec eux. L'église spirituelle était connue pour sa discrimination envers les démons et ne reconnaissait même pas l'existence d'Arcadia. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'approcha d'elle. C'était Elliot, qui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, et que tout le monde la cherchait. Il mentionna que c'était malheureux qu'elle ait été envoyée sur le continent des démons. Elle répondit que quelqu'un l'avait aidée et qu'elle lui en était reconnaissante, appréciant sa vie. À Arcadia, Elliot semblait content d'entendre cela, mais demanda ensuite où était Reinhardt. Il expliqua que Reinhardt n'était pas venu et que lui et son meilleur ami réglaient des affaires. Il ajouta que la présence de Reinhardt pourrait poser problème. Elsa fut confuse. Un homme derrière elle cria que c'était vrai, sans l'aide de M. Torres, ils auraient peut-être tous péri de faim. Elliot se gratta la nuque, reconnaissant que ça avait dû être dur pour eux. L'homme critiqua son attitude, disant qu'eux étaient ceux qui garantissaient leur sécurité, dans un accès de rage. Elliot dégaina son épée et coupa la tête de l'homme, lui criant de se taire. Un autre homme s'approcha, et Elliot lui dit qu'il avait demandé de l'aide contre les démons, mais qu'on ne l'avait pas écouté, le traitant de fou. Le prêtre acquiesça, et Elsa fut horrifiée par cette violence. Elle s'agenouilla, secouée. L'homme qui avait tué l'autre s'approcha d'elle, lui saisit l'épaule, lui disant de ne pas avoir l'air si effrayé. Il déclara qu'ils étaient là pour purifier la ville des démons et que quiconque résisterait serait détruit. Le protagoniste arriva en ville, mais il était trop tard. L'endroit était en ruine. Il vit S tenant la main sans vie de Rui tandis que Jessica s'agenouillait non loin, en larmes. Le protagoniste s'approcha et Har demanda si Rui irait mieux s'il pouvait le sauver. Le protagoniste regarda Rui et pensa à une potion. Les enfants le regardèrent, demandant une panacée, mais il dut leur dire que ça ne pouvait pas ramener les morts à la vie. Tous commencèrent à pleurer encore plus fort, dévastés par la perte. Lui et les chevaliers cherchèrent des survivants dans la ville, mais ne trouvèrent que 30 personnes. Il pensa à Elsa, se demandant si elle manquait aussi. Elle n'avait pas pu mourir avec ses compétences à l'épée. Elle devait chercher des survivants. Il comprit alors que l'église spirituelle et l'ordre des chevaliers héros collaboraient,
ce qui expliquait le massacre de tant de démons. Le protagoniste fut choqué et se demanda lequel de ses élèves maîtrisait le mieux la magie avancée. L'un d'eux insista pour venger lui, et bien que le protagoniste soit d'accord, il sentit qu'il avait peut-être fait une erreur en l'emmenant. Il confia Elsa à la fille puis entendit une forte explosion. Il demanda s'il restait des ennemis sur le navire, réalisant qu'il devait être prêt. Ne pouvant se permettre plus d'erreurs, il ordonna à tout le monde de partir et de retourner au bateau. Quand ils lui demandèrent ce qu'il ferait, il répondit qu'il s'occuperait des ennemis restants et qu'il irait chercher S, tournant le dos. Il cria qu'il devait partir, insistant que c'était un ordre. Il courut à travers le navire, pensant qu'après une telle explosion, il ne tiendrait plus longtemps. S'ils cherchaient tous ensemble, il coulerait vite et il ne laisserait personne d'autre mourir. Elliot se tenait en haut, tenant Har avec une épée sous la gorge. Il se moqua du protagoniste, lui demandant comment les imbéciles d'Arcadia avaient pu avoir un tel protecteur. Le protagoniste exigea qu'Elliot lâchesse, mais Elliot demanda s'il se souciait vraiment de la vie des enfants. Il mentionna Elsa en appelant le nom du protagoniste, suggérant qu'il s'était passé quelque chose entre eux pendant qu'elle était avec lui. Il déclara alors qu'il relâcherait S si le protagoniste se tuait lui-même. S, courageusement, dit à Elliot que s'il voulait tuer quelqu'un, ce devrait être lui à la place. Il n'avait pas peur. Sachant que le protagoniste vengerait lui et les autres, Elliot lui cria de se taire et commença à passer son épée sur la gorge d'S. Le protagoniste utilisa rapidement la magie noire pour créer des chaînes, libérant S juste à temps. Il pensa à échanger sa place avec Elliot, se demandant si c'était la capacité de son arme sacrée. Il s'approcha d'S, soulagé qu'il soit vivant, et lui versa une potion dans la bouche. Le protagoniste croyait que c'était le meilleur remède pour contrer les effets de la magie noire. Elliot ricana, se moquant de l'idée qu'un humain puisse être ami avec un démon. Le protagoniste en avait assez des gens comme Elliot, qui ne comprenaient pas la douleur de voir des démons tourmenter sa famille et ses amis. Elliot, brandissant son épée, attaqua en traitant le protagoniste de gamin naïf. Le protagoniste esquiva l'attaque tout en tenant Har, pensant qu'il devait le protéger. Il utilisa la magie pour créer un mur de feu afin de protéger Har. Elliot traversa les flammes, perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu'un comme le protagoniste se battait pour les autres. Le protagoniste répondit qu'il se fichait de ce qu'un salaud comme Elliot pensait. Elliot chargea de nouveau, déterminé à ne pas reculer. Il brandit son épée, mais le protagoniste bloqua l'attaque avec succès. Il comprit qu'Elliot avait lui aussi été trahi par des démons par le passé, tout comme lui, ce qui les consumait tous deux de vengeance. Mais Elliot avait blessé lui et ses amis, et le protagoniste ne pouvait pas reculer. Il pensa alors à l'arme sacrée Groa Switch, qui pouvait échanger sa place avec une cible, mais elle avait un long temps de recharge et une portée limitée. Il devait économiser son énergie magique pour créer une porte de l'enfer illusoire, un portail capable d'engloutir tout le navire. Il savait qu'il ne pouvait pas utiliser d'autres sorts puissants avant qu'elle soit complètement chargée. La peur de la mort et de la douleur s'insinuait en lui. Pendant ce temps, sur le bateau, Elsa se réveilla et vit Yuma. Il lui dit qu'elle était réveillée, et elle demanda où était le protagoniste. Yuma lui informa qu'il était encore sur le navire. Elle regarda le bateau et cria qu'il devait retourner en arrière. Yuma lui répondit qu'il ne pouvait pas, expliquant qu'il le voulait, mais que le protagoniste voulait qu'elle soit en sécurité. Même si elle était en sécurité, elle ne pouvait pas croire qu'il puisse être piégé ou mort. Pendant ce temps, sur le navire, Elliot et Mick étaient engagés dans un combat féroce. Le protagoniste bondit sur le côté, observant Elliot avec un mélange de confusion et d'irritation. Il se demandait pourquoi Elliot avait encore tant confiance, même s'il gagnait, le navire coulait. Était-il juste arrogant ou avait-il un plan ? Elliot déclara qu'il finirait le combat d'un seul coup et dit au protagoniste de se préparer. Le protagoniste rétorqua que c'était typique d'un chien faible de aboyer le plus fort. L'issue était claire. Il chargea en utilisant la magie pour trancher les jambes d'Elliot. Elliot hurla de douleur et le protagoniste s'approcha, paniqué. Elliot le supplia d'arrêter, réalisant ce qui se passait. Il demanda si le protagoniste allait aussi le torturer. À ce moment-là, au lieu d'Elliot, un prêtre apparut devant le protagoniste. Surpris, il demanda comment le prêtre était arrivé là. Le prêtre, semblant effrayé, appela le protagoniste à l'aide, accusant Elliot de sa situation. Le protagoniste comprit qu'Elliot avait utilisé sa capacité d'échange de place. Il avait seulement hésité un instant, et Elliot en avait profité.
Le prêtre promit que si le protagoniste le sauvait, il garantirait que l'église spirituelle soutiendrait pleinement Arcadia. Le protagoniste comprit la situation et, se sentant magnanime, décida d'aider, mais avant que le prêtre ne puisse en dire plus, le protagoniste lui coupa rapidement la tête. En continuant à travers le navire, le protagoniste pensa à la façon dont la légendaire porte de l'enfer s'activerait bientôt. Il sentait qu'il avait déjà perdu trop de temps. Il s'approcha d'Ar, s'excusant de l'avoir fait attendre. Il tapota la tête d'Ar et dit qu'il devait sortir de là. Pendant ce temps, Elliot était sur un bateau, se maudissant de ne pas avoir achevé le protagoniste quand il en avait eu l'occasion. Il pensa à prévenir Reinhardt et à attaquer tout l'ordre des chevaliers, jurant de détruire tous les démons et tous ceux qui les soutenaient. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui, lui demandant s'il ne ressentait aucun remords. Surpris, Elliot se retourna et cria en demandant qui c'était. La voix se présenta comme un subordonné direct du magicien arrogant, le roi dragon Boro. Elliot fut choqué, réalisant que c'était le roi dragon que Libby aurait soi-disant vaincu. Boro expliqua que son maître lui avait ordonné de rester caché, mais que le manque de respect d'Elliot l'avait poussé à se révéler. Maintenant, il pouvait faire ce qu'il voulait. Pris d'une vague de peur, Elliot commença à insulter Boro, mais Boro, esquissant un simple sourire, dit qu'il commencerait par lui retirer la peau morceau par morceau, saisissant sa joue d'un air menaçant.